Minalogique dédié à le sujet de la cybersécurité auprès de la Commission européenne. Quelles sont les stratégies et comment la Commission européenne finance les projets dans cette thématique-là. Donc, je suis Laure Quintin, responsable des projets européens à Minalogique. Et donc, mon collègue Antoine Camus, je te laisse te présenter Antoine, 2 minutes si tu veux avant qu'on commence. Merci Laure, Antoine Camus. Je m'occupe spécifiquement de la partie cybersécurité au sein du pôle Minalogique. Donc, Minalogique organise régulièrement des webinaires d'information aux appels à projets d'Horizon Europe. Ce webinaire sera donc enregistré et mis à disposition pour consultation ultérieure sur notre chaîne YouTube. Vous êtes avec nous aujourd'hui uniquement en listening mode, hein, comme on dit, mais vous pouvez commenter ou poser vos questions dans le chat en bas à droite de votre écran. Allez, on y répondra, je pense, sûrement à la fin, hein. N'hésitez pas à aller poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. On y répondra à la fin. Alors, pour ceux peut-être très rapidement qui ne connaissent pas le programme Horizon Europe, qui est le programme principal de la Commission européenne qui finance la recherche et l'innovation dans le civil. Alors là, je précise la cybersécurité pouvant couvrir des applications soit militaires, soit civiles. Il s'agit ici vraiment du plus grand programme européen, voire même mondial, hein, de financement de la R&D avec un budget pour 7 ans de plus de 90 milliards d'euros. Donc, qu'est-ce que Horizon Europe finance, hein, 3 grands piliers synthétiques. À votre gauche, le pilier 1, ça finance en fait la science d'excellence, donc vraiment de la recherche amont via 3 programmes majoritairement. Donc le Conseil européen de la recherche, les actions Marie Curie et les infrastructures de recherche pour vraiment de la recherche amont. Le pilier numéro 2, qui est celui qui nous concerne, nous, la grande majorité des adhérents Minalogique principalement, c'est aussi celui qui concentre la plus grosse part du gâteau des 90 millions d'euros, c'est des projets de recherche et de développement plus industriels pour répondre à des problématiques sociétales et de compétitivité industrielle que la Commission européenne aura définies en amont. Et donc, sur des sujets clés que sont la santé, la culture, créativité et société, la sécurité civile pour la société, c'est une partie du coup de notre webinaire aujourd'hui. Le numérique, l'industrie et l'espace, grosse thématique qui vous intéresse également. Climat, énergie, mobilité. L'alimentation, la bioéconomie, les ressources naturelles, l'agriculture et l'environnement. Le dernier pilier, tout à droite de la structuration, c'est le pilier vraiment d'accélération, pilier 3, d'accélération de l'excellence de la recherche vers le marché européen de l'innovation, les écosystèmes européens d'innovation et l'IET, l'Institut européen d'innovation et de technologie, que vous devez peut-être connaître dans ses déclinaisons thématiques que sont les KIC, les Knowledge and Innovation Communities, sur la santé, non pas sur la santé, excusez-moi, sur l'environnement par exemple, sur l'énergie, sur la santé aussi, pardon. Voilà. C'était une introduction pour vous dire aussi du coup que ce programme-là, comment il fonctionne, il a une logique d'appel à projet, voilà, classique. Donc, la Commission européenne publie des programmes de travail, work programmes, biannuels. Donc, 2021-2022, il y a eu un work programme. Le prochain, en cours d'élaboration, euh, couvrira 2022-2023. Ça me fait dire que les appels à projets européens peuvent en amont très facilement se préparer parce que vous avez les sujets qui seront publiés l'année, voire 2 années. Vous pouvez venir vers nous quand vous avez identifié un sujet d'intérêt pour voir comment essayer d'y répondre ou de vous connecter à un consortium. Voilà. Pareil,
C'est censé être simple, un portail unique pour accéder à toutes ces informations. Je vous le mets ici, vous pourrez cliquer dessus. Il faut après savoir quand même s'y retrouver parce qu'il y en a beaucoup. Mais en tous les cas, il y a un portail d'accès unique qui s'appelle Funding and Tenders Opportunities. Très rapidement, le programme Horizon Europe, en tous les cas le pilier 2, qui concentre donc aujourd'hui le sujet du webinaire, finance 3 types de projets. Des projets collaboratifs uniquement. Des projets de TRL assez haut pour de la plutôt recherche, des projets plus aval, vraiment industriels, TRL 6 à 8, les Innovation Actions, et des CSA qui sont des actions qui ne financent ni de la recherche ni du développement, mais de la mise en relation ou de la coordination d'acteurs sur certaines thématiques phares ou de la formation. Alors, vous avez aussi par type de projet, les taux de subvention. Vous voyez que c'est très avantageux. C'est de la subvention à 100% pour la recherche amont, 70% pour la recherche appliquée pour les industriels, donc tous les industriels, que ce soit des petits ou des gros. Les grands comptes autant que les PME, 70%. Et puis pour des structures académiques qui peuvent quand même participer à des projets industriels, c'est 100%. Voilà. Critères d'éligibilité, alors ceux-ci sont tout relatifs, hein. La Commission européenne dit qu'il faut au moins une entité légale indépendante présente dans un des États membres et au moins 2 autres entités légales dans un État membre ou un État associé. Donc, État membre, c'est maintenant, je ne sais plus où on en est, je crois, les 27 de l'Union européenne. Et il y a en plus un certain nombre d'États associés qui sont aussi éligibles à Horizon Europe. Voilà. Alors, c'est tout relatif parce que ça, c'est pour des petits consortia, mais il faut quand même tout le temps remettre en perspective de l'enveloppe budgétaire, c'est-à-dire que si la Commission attend des projets de 10 millions d'euros, ceux-ci ne pourront pas raisonnablement être partagés qu'entre 3 partenaires minimum. Ne vous attendez pas à avoir 3 millions d'euros chacun. C'est que la Commission attend quand même des projets de plus grande envergure avec un certain nombre de participants, enfin de partenaires. Donc, c'était mon introduction. Maintenant, Antoine, dans ce cadre-là qui a été posé, va vous présenter en détail qu'est-ce qu'attend la Commission européenne sur les prochaines années en termes de cybersécurité. Merci. Merci Laure pour cette introduction très, très claire. Oui, en effet, la Commission européenne a regroupé et réuni l'ensemble des parties prenantes pendant 2 jours à Bruxelles pour exprimer les grandes lignes directrices de sa stratégie, qui sont ceux que vous avez à l'écran. Donc le premier axe fort, c'est celui de la gestion des risques de cybercrime qui sont de plus en plus importants, aussi de combats géopolitiques, parce qu'on n'est pas sans savoir qu'en ce moment, c'est compliqué. Donc, il y a une vraie prise en compte de ces risques liés à la cybercriminalité, qu'elle soit étatique ou des consortiums privés qui viennent attaquer les entreprises. On voit évidemment que l'industrialisation enfin, la digitalisation de l'industrie amène des opportunités, mais bien évidemment crée des risques potentiels supplémentaires au travers des vulnérabilités de la supply chain. Donc il y a un vrai focus pour voir comment ces nouvelles technologies, ces nouvelles approches peuvent générer des risques, comment les restreindre. On parle bien évidemment de l'avènement de l'IoT qui, elle aussi, va apporter une surface d'attaque plus élevée. Avec un focus bien évidemment sur la partie hospitalière qui a été très visée très récemment et qui a contraint parfois certaines distributions de vaccins à être un peu décalées. L'autre axe, c'est les évolutions au travers de la technologie quantique, qui elle aussi apporte son lot d'opportunités, mais va mettre à mal tous les systèmes de sécurité actuels qui ne vont pas être en mesure d'être suffisamment résilients avec le quantique. Le quantique est encore un peu immature, mais ça va très rapidement le devenir, avec en surcouche l'intelligence artificielle qui va à la fois permettre de mieux comprendre les attaques qui sont complexes, mais aussi de renforcer la complexité des attaques. Donc tout ça doit être pris en compte.
Le tout dans un contexte où partout en Europe, donc nous on a l'impression que c'est qu'en France, mais c'est partout en Europe, la sensibilisation des entreprises est encore insuffisante malgré les gros travaux que tous les acteurs font. Les PME ne sont pas suffisamment encore sensibles, en tout cas ne mettent pas suffisamment en œuvre des actes et des actions de remédiation. Les PME, les TPE, un peu moins les ETI et les grands comptes, avec quand même une grosse lacune concernant les entreprises publiques, donc les collectivités locales, les administrations, qui culturellement et en termes de moyens ne sont pas forcément toujours très bien armées. La Commission européenne aussi avoue humblement que même si ça va beaucoup mieux, le partage entre les États membres est encore naissant. Évidemment, on est un peu moins dans les combats de souveraineté, mais plus dans une notion de collaboration. Mais bon, il faut encore que les choses se mettent en place. Et c'est en ça que la normalisation et la certification, la mise en place d'un langage commun technique va être bénéfique pour que tous les États membres puissent collaborer de façon étroite. Et enfin, malheureusement, les pays étrangers, hors Europe, sont parfois mieux armés financièrement, ou alors sont peut-être plus agressifs, plus malins, plus efficaces, et viennent capter nos talents qui, parfois, vont à l'étranger pour développer leur structure. Donc c'est un vrai sujet, c'est comment on arrive à retenir les talents et faire émerger nos licornes, nos géants de demain pour faire contrebalancier avec les géants américains et entre autres qui détiennent une très grosse majorité des solutions cloud actuellement en place. Donc, c'est des gros chantiers qui reposent ensuite sur trois gros piliers. Alors, il y a le premier pilier qui va plus nous concerner, nous, c'est faire en sorte qu'en termes de R&D, on puisse construire de nouvelles technologies et qu'on crée une solution qui soit résiliente, faire en sorte que l'Europe et les États membres gardent leur souveraineté et leur des leadership sur ces sujets-là, donc, et faire en sorte que toutes les bonnes opérations et les bonnes énergies qu'il y a dans chacun des États membres, on parle entre autres des CISERT, mais aussi des centres de collaboration entre membres puissent s'opérer pour vraiment qu'il y ait une bonne énergie qui s'opère entre les États membres. Pour derrière, donc ça c'est le deuxième pilier, faire en sorte qu'il y ait une collaboration étroite et que l'Europe, au sens large, ne soit pas toujours en train de subir, mais anticipe les attaques et puisse avoir une bonne réponse adaptée. Et le dernier pilier, c'est faire en sorte que tout ça soit dans une certaine gouvernance unifiée. Donc, ce que je disais tout à l'heure, plus on sera dans une notion de certification et de normalisation, et plus on sera dans un état qui soit serein et qu'on puisse parler les uns avec les autres de façon constructive. Donc voilà les grandes étapes et les grandes directives de l'Union européenne telles qu'elles nous ont été exprimées pendant ces 2 jours que j'ai très largement résumées, mais ça résume quand même bien les orientations. Et donc le programme Horizon Europe, qui est en 2 volets, hein, 21-22, donc c'est le deuxième volet, va reprendre globalement ces directives. Donc, comme le disait Laure, il y a plusieurs clusters. Il y a un cluster 3 qui est plutôt orienté sécurité pour la société civile. Donc, il y a 5 grandes destinations. Et ben, on va se préoccuper du 4, qui est la partie développement de la cybersécurité. Ces 4 piliers, vous les retrouvez dans ce tableau. Donc, c'est 4 appels d'offres. Donc, c'est assez nouveau que des appels d'offres qui soient dédiés à la partie cyber. Souvent, la cyber est un peu engrammée dans les autres programmes. Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire que de plus en plus, on va être à même à répondre spécifiquement sur des sujets de cybersécurité. Donc, ces 4 projets vont être ouverts au 30 juin, donc dans quelques jours, et seront tous clos le 16 novembre de cette année. Donc, on a un petit peu de temps pour réfléchir et voir avec vous comment on peut vous accompagner sur ces 4 piliers. 3 sont sur des actions Innovation Action, donc des mises en production assez opérationnelles. Et le deuxième call est plutôt en Research and Innovation Action, donc plutôt en TRL plus bas dans l'échelle.
Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on rebalaye ensemble chacun de ces 4 piliers. Alors, dans la présentation que je vous fournirai, il y a 2 déclinaisons, une déclinaison française, enfin anglaise qui est ici, et française. Bon, ne sachant pas qui maîtrise bien l'anglais entre nous, on partira sur la langue française. Le premier call, donc, c'est a comme thématique la gestion et l'amélioration de la surveillance des menaces, dans un contexte où les technologies sont sont de toute façon hybrides, qu'on a des systèmes qui sont hétérogènes d'un point de vue logique ou matériel. La Commission européenne essaie de trouver le meilleur moyen pour aller au-delà de cette complexité liée à l'hétérogénéité et faire en sorte qu'on puisse améliorer notre anticipation, enfin surveillance, anticipation et évidemment réponse à ces problématiques. Donc, on parle évidemment la techno 5G, l'IoT, les dispositifs médicaux, les systèmes de contrôle, de supervision, donc d'acquisition des données, donc type SCADA dans le monde industriel. Donc, tout est globalement inclus là-dedans. Il n'y a pas de censure à ce niveau-là. Et à chaque fois, donc, dans les calls, le principe est qu'il y a 5 ou 6 grandes directives et il faut que chaque fois les projets répondent à au moins de ces 3 grands projets, enfin grands objectifs. Donc on peut les balayer ensemble rapidement. Donc le premier point, c'est l'amélioration de l'anticipation des perturbations et de la résilience des infrastructures numériques en Europe. Donc c'est ce que je disais, c'est comment on arrive à faire en sorte d'être en méta et de comprendre ce qui peut se passer malgré le fait que toutes les technos s'entrebriquent. L'amélioration du renforcement des capacités en matière de sécurité des infrastructures numériques, y compris les capacités organisationnelles et opérationnelles. Il est important que le point démonstrateur est un sujet dans tous les appels d'offres qui sont lancés. Un point important est de pouvoir démontrer de façon pratique une technologie. Donc là, on n'est pas sur des concepts de laboratoire. Il faut vraiment être en mesure de démontrer que ça fonctionne à la fois sur des clients tests, mais aussi sur des clients de la vraie vie. Ce sera un des sujets de préoccupation et de sélection au travers de ces projets. Dans l'optique toujours de meilleure prédictabilité des menaces de cybersécurité et faire en sorte que, ça c'est un point clé, on est en Europe, je vous rappelle, donc il faut que tous ces sujets permettent à chacun des États membres, enfin à tous les États membres, de pouvoir se parler et avoir une réponse qui soit la plus coordonnée possible. Donc toujours penser à en quoi mes solutions sont à la fois opérables au niveau français, mais peuvent être interopérabilisées sur d'autres environnements internationaux. Donc, budget de 21 millions d'euros sur ce premier call. Je les déroule, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans le chat. Le deuxième call qui est ici, là, on est plus sur une réflexion de comment on arrive à identifier les menaces en amont et à identifier les vulnérabilités de l'ensemble des composants d'un système, que ce soit les firmware, que ce soit les OS, que ce soit l'ensemble des API qui font que les composants communiquent entre eux, mais aussi bien évidemment les composants entre eux, faire en sorte que on puisse identifier en amont les vulnérabilités qui ont été soit construites initialement, soit subies. Donc, c'est tout un volant de méthodologie et de tests pour identifier et éprouver l'ensemble des composants du système. Donc, si on rebalaye une fois de plus les éléments, c'est de faire en sorte de comprendre et d'identifier chacun des composants du système et de les éprouver, de faire en sorte de bien s'assurer que ces mises à jour qui soient opérées se fassent de façon managée et coordonnée. Un gros travail sur la modélisation donc, de ces tests pour faire en sorte qu'ils soient fiables et conçus de façon industrielle. Donc, tout un volant sur la partie modélisation des process, modélisation de toutes les étapes arrivant à la certification
à la fois de la partie logique et la partie matérielle. Le quatrième point étant ce que je disais en préambule, c'est à la fois être en mesure de présenter ces notions de certification pour les composants que le consortium maîtrise, mais aussi aller au-delà. Si dans une solution logicielle ou matérielle, des composants sont tiers ou en open source, il faut aussi que ces solutions de test puissent s'opérer sur ces composants qui sont au-delà de ce que le consortium va pouvoir produire ou coder. Un sujet sur la partie codage, là pour le coup, s'assurer que toute cette sécurité de données se fasse by design. Donc, la techno préconisée est la crypto building box. Mais globalement, vous le verrez dans le document, liberté est donnée au consortium de proposer des solutions qui soient, aux yeux des acteurs, efficaces. Donc voilà, donc après, donc on rentre sur des méthodes et des procédures pour faire en sorte que l'ensemble de ces tests soient opérants, industriels, fiables, et faire en sorte que l'environnement qui va être proposé soit totalement sécurisé. Donc, budget de 17 300 000 pour être précis. Troisième volet est sur la partie blockchain, pardon, pas blockchain, mais la partie évolution de l'informatique quantique. Donc, évidemment, tout ce qu'on connaît va se retrouver remis à plat avec la révolution quantique. Donc, l'idée étant de pouvoir accompagner cette révolution qui est inéluctable, et tant mieux, pour faire en sorte que la sécurisation des systèmes puisse accompagner cette révolution. Donc, c'est à la fois identifier quelle technologie va pouvoir être embarquée dans tous les systèmes que l'on connaît. Donc, identifier la technologie, comment l'embarquer, étudier la manière dont quels seront les coûts associés, les consommations d'énergie, parce que c'est aussi le pendant aujourd'hui de la technologie, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie aujourd'hui. Donc, comment rationaliser l'ensemble de ces éléments-là, faire en sorte d'adresser aujourd'hui l'écart entre la promesse qui est très forte de la technologie quantique avec la réalité de la vraie vie. Donc, faire en sorte que les acteurs de ce consortium puissent avoir des apports technologiques permettant vraiment une mise en production qui soit opérationnelle rapidement. Réfléchir à des protocoles qui soient durables, qui soient solides et qui soient inaltérables, et tout un pendant de migration, parce que bien évidemment, les systèmes vont devoir migrer, donc il faut qu'on puisse accompagner les industriels et l'ensemble des plateformes de la technologie pré-quantique, quelque part, à la technologie et la cryptographie post-quantique. Et aussi, comment on peut s'assurer d'une bonne réponse à une attaque massive, une attaque massive quantique qui peut s'opérer à grande échelle. Donc, une fois que cette technologie sera maîtrisée et déployable à grande échelle, si elle se fait par des acteurs tiers, comment on est capable d'y répondre et de faire en sorte de ne pas subir rapidement des failles béantes de sécurité face à des attaques pas toujours bienveillantes. Donc voilà la philosophie de cet appel d'offres. Donc 11 millions d'euros qui est alloué pour ce call. Le dernier aspect, dernier call, donc je le reprécise ici, vous avez son qualificatif Horizon CL, donc c'est Cluster 3 2022, et puis vous avez les numérotations de ces calls. Donc le dernier call est à hauteur de 18 millions d'euros, et là on est vraiment dans le dernier pendant, c'est comment on arrive à faire en sorte de normaliser, certifier et unifier les processus de validation, que ce soit pour les produits, les services et les processus informatiques.
Donc là, l'objectif est de construire des outils, de construire des procédures, de construire des certifications pour concevoir, construire, déployer des nouvelles structures résistantes. Voilà. Donc, faire en sorte que ce soit des certifications qui soient harmonisées, faire en sorte que l'ensemble des composants permettant de valider la sécurité des systèmes soient unifiés, compris, et faire en sorte que l'ensemble des États membres puissent parler le même langage, quels que soient les pays. Donc, en reprenant, donc c'est faire en sorte que ces validations aussi soient en mode agile parce que les technologies avancent vite. Il faut régulièrement avoir un langage qui puisse évoluer en même temps que la technologie. Donc, réduction du temps et des efforts consacrés à la certification des produits. Faire en sorte que la collaboration entre les parties prenantes puisse s'améliorer entre les différents États membres. Intégrer cette notion de certification qui n'existe pas encore hein, donc, aujourd'hui au niveau international sur l'ensemble des modélisations, de validation des tests et de vérification des systèmes et faire en sorte que au travers de cette augmentation, de cette normalisation de ces certifications, on puisse améliorer les essais, qu'on puisse améliorer les simulations et faire en sorte que globalement, la notion et la démarche d'analyse et de réponse aux menaces puissent être améliorées. Donc ça, c'est le quatrième et dernier volet. Donc, dans les présentations qu'on va vous fournir, donc il y aura ces récapitulatifs. On vous fournira aussi les liens vers l'ensemble des documents qui précisent un petit peu plus, mais pas tant que ça, les philosophies. Donc permettant à chacun d'entre vous de se positionner sur toute une partie des briques. Charge à nous avec Laure de vous accompagner si vous le souhaitez pour vous aider à construire les consortiums que vous souhaiteriez avoir si vous souhaitez ne pas être tout seul dans cette réponse. Et c'est souvent le cas. Donc j'en profite pour passer la main donc, à Laure sur justement l'accompagnement qu'on peut vous apporter sur ces appels d'offres. Laure, si tu veux bien. Oui, merci. Merci beaucoup, Antoine. Alors, effectivement, sur les sujets cybersécurité, mais sur peut-être aussi tout autre sujet technologique qui rentrerait dans une réponse à un appel à projet, Minalogic a identifié une petite offre, enfin, a mis en place une petite offre de service depuis maintenant un certain nombre d'années qui nous permet chaque année d'accompagner une dizaine d'adhérents dans leur réponse aux appels à projets européens. Alors, premièrement, via quel levier, on va dire, ou quel service, identifier vos partenaires. Donc, Minalogic est un réseau par son ADN, un réseau régional, mais également un réseau national et un réseau européen. Donc, nous, les équipes du pôle, l'équipe du pôle, on va dire, nous, des partenariats avec des acteurs en Europe pour pouvoir vous permettre d'avoir accès à des partenaires potentiels. Alors, ces réseaux, ils sont thématiques très forts, bien sûr, donc sur la photonique, sur les industries du contenu et les usages du numérique, et sur le numérique dans son ensemble, l'alliance de nos clusters partenaires Silicon Europe. Et plus spécifiquement sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, Minalogic a noué dans les 3 dernières années ou 4 dernières années des relations étroites avec 2 entités européennes dans le domaine de la sécurité et la défense. C'est premièrement l'association estonienne des industriels de la défense,
et de la sécurité aussi. Donc, il faut savoir que l'Estonie, de par sa situation géographique mitoyenne avec la Russie, eh bien, aborde des sujets de sécurité et de défense très forts pour l'Union, pour l'Europe. Et puis le cluster danois, Sensec, sur des sujets sécurité, défense et aerospace. Ces clusters partenaires, l'idée, c'est de pouvoir assez facilement accéder à leur pool d'adhérents. Si vous cherchez des partenaires ou si vous avez identifié un appel et que vous souhaitez éventuellement proposer une brique technologique ou une solution, on peut essayer de voir dans ces réseaux s'il n'y a pas des porteurs de projets de façon, on va dire, en jouant le tiers de confiance et de façon assez efficace pour des bonnes mises en relation. Donc, une fois que vous avez réussi à intégrer un projet européen ou à mettre votre idée de projet, on va dire, en marche, on vous accompagne dans la bonne construction de votre dossier. Donc, Minalogic ne prend pas la plume. On n'écrit pas les dossiers, on n'a pas la capacité, ce n'est pas notre force ni même notre raison majeure. Par contre, on a des partenariats privilégiés avec des cabinets d'innovation qui, eux, ont l'habitude de rédiger vos projets d'innovation, que ce soit en national, là, en Europe ou en Europe. Et en l'occurrence, on a un partenariat privilégié avec les cabinets Layton et ABGI. Et ensuite, Minalogic, il faut le savoir, est ambassadeur pour le compte de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'un dispositif de soutien au montage du projet. Alors, ce dispositif est réservé aux PME régionales, mais cela vous permet de cofinancer une partie du montant du cabinet qui vous aura accompagné dans votre réponse. Donc, sachez que vous pouvez bénéficier de financement de la région pour couvrir une partie de ces cabinets. Alors, ça peut être Letton ou ABGI, ça peut bien sûr être un autre de votre choix. Ce n'est pas limité. Voilà. Et puis enfin, vous arrivez dans, on va dire, des phases avancées de votre dossier. Minalogic, de par son expertise éprouvée de labellisation de vos projets d'innovation, met à disposition cette expertise-là aussi pour vos dossiers européens. Alors, la Commission européenne ne demande pas un label spécifique d'un pôle pour répondre à vos projets. Par contre, une relecture externe du dossier sur des phases critiques, dans des jalons pour valider la pertinence, par exemple, d'un consortium. Est-ce que j'ai suffisamment d'industriels dans mon consortium? Est-ce que le consortium répond bien au cahier des charges? Les compétences sont toutes réunies. Plus tard, est-ce que mon projet, comment je l'ai découpé, c'est également pertinent? Et après, est-ce qu'il est bien rédigé? Donc ça, c'est des phases importantes que vous pouvez nous soumettre pour qu'on puisse vous faire un avis critique. Donc c'est des relectures, c'est des points d'étape dans le montage de votre projet. Il y a un guichet européen, alors dont ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais qui s'appelle l'EIC Accelerator, qui finance en fait l'accélération de PME, de projets d'entreprise pour justement, Antoine le disait, financer les futures licornes. La Commission attend aussi des entreprises dans la cybersécurité sur ces sujets-là. Cet appel à projet est en plusieurs étapes, l'étape finale étant le pitch devant un investisseur. Donc sur ce guichet en particulier, Minalogic a déjà accompagné et entraîné ses adhérents au pitch. Voilà comment. Et puis enfin, on peut vous donner une lettre de soutien, motiver l'intérêt du sujet et la force du projet au regard des thématiques européennes, comme Antoine les a suivies. Pareil pour d'autres sujets photoniques, microélectroniques, intelligence artificielle, couverts par le pôle. Voilà.
Sachez aussi que ça m'arrive très régulièrement de répondre à vos questions, aux questions de nos adhérents sur l'exécution du projet. C'est vrai que quand on conventionne avec la Commission européenne, eh bien, c'est un monde à part, donc c'est un langage à part. Et du coup, il m'arrive souvent de répondre à des questions sur quels sont les points de vigilance à avoir quand je contractualise avec la Commission européenne. L'accord de consortium, bien entendu, ben voilà, il est en anglais. Je discute avec des partenaires. À quoi dois-je aussi m'attendre ou quels sont les points de vigilance? Et enfin, le reporting financier, c'est aussi des règles bien particulières que nous, maintenant, à Minalogic, nous connaissons très bien et pour lesquelles aussi, comme ça, au cas par cas, on peut répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à prendre le téléphone ou à écrire un email et à nous contacter sur le sujet. Donc voilà, c'est en gros euh, le soutien et le service que Minalogic peut vous apporter pour votre projet européen. Alors, on fait aussi, bien sûr, des webinaires, hein, de l'information comme celui d'aujourd'hui. Je vous invite à consulter. Alors, vous avez vu, hein, la Commission européenne, la temporalité, elle est annuelle, voire enfin, tous les 2 ans. Donc, c'est la temporalité qu'on essaie de suivre pour vous informer sur des appels à projets. Alors, je ne l'ai pas mentionné ici, mais je le dis à l'oral avant de passer la parole à Antoine. Sur le sujet EIC Accelerator, euh, les pôles de compétitivité, alors pas uniquement Minalogic, mais Minalogic à la manœuvre, organise un webinaire le 5 juillet prochain. Donc, je pense que je rajouterai, c'est un oubli de ma part, je rajouterai une slide qui vous sera renvoyée sur ce webinaire et je vous invite, si jamais vous êtes intéressé par le dispositif, à vous connecter. Donc, c'est un dispositif blanc, mais qui a l'objectif de financer l'accélération d'entreprises, donc les futures licornes dont parlait Antoine, à fort potentiel de croissance à l'international grâce à une technologie disruptive. Voilà. Antoine, je te repasse la parole pour d'autres actions de Oui, merci Minalogic. Laure. En marge de ces types de webinaires, on organise régulièrement des journées thématiques pour des sujets qui sont attendus et demandés par nos adhérents et les acteurs de l'écosystème. On en organise un à très court terme, là, qui est le 28 juin, qui est vraiment passionnant. Autour du cloud souverain, il y a une réglementation interterritoriale, pardon, extraterritoriale qui se met en œuvre avec un durcissement quand même de ces règles et on va tâcher d'apporter des clés de lecture pour que l'ensemble des entreprises, laboratoires, universités puissent être au clair sur où faut-il mettre ces données, quelles sont les règles en la matière, quels sont le cadre juridique qui s'opère autour de ces stockages de données, comment aussi on arrive potentiellement à avoir des solutions qui soient alternatives à celles que l'on connaît, qui sont des grands noms américains. Donc, vous voyez un certain nombre d'acteurs qui interviennent, à la fois des acteurs du cloud, mais aussi des acteurs de référence comme l'ANSSI. Je crois que Mathieu est parmi nous. L'objectif étant véritablement de vous donner les clés de lecture. Qu'est-ce que le cadre juridique? Quelles sont les solutions alternatives? Et est-ce que je suis au clair sur où je dois mettre ma donnée pour qu'elle ne soit pas visible ou récupérable par un État tiers si un jour les tensions se durcissaient. Voilà. Le 28 juin, à Lyon, Charbonnières, sur le campus région du numérique. Donc nous y attendons très nombreux. Et pour terminer, donc, on vous reprécise, Laure et moi, qu'on est à votre disposition par mail, par téléphone, par visio, pour répondre à l'ensemble de vos questions. Euh, Comme le dit Laure avec beaucoup de pudeur, c'est pas simple. Les guichets européens et globalement la Commission européenne est une entité qu'il faut savoir dompter. Donc n'hésitez pas, si vous avez des doutes ou si vous voulez, avant de répondre, qu'on vous fasse part de nos retours d'expérience, ce sera avec un très grand plaisir. On est là pour vous.
Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat, j'en ai pas vu, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Et s'il n'y a pas de questions, une fois de plus, on est à votre disposition aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. On vous remercie pour votre écoute en tous les cas. Voilà, les fonds européens, c'est certes loin peut-être de nos régions, mais ça représente, vous avez vu, des taux de financement inégalés par les autres programmes régionaux ou nationaux et des enveloppes quand même intéressantes. Il ne faut pas avoir peur. On a des exemples d'adhérents qui ont pu répondre et rejoindre des appels à projets européens. Euh, Si ce n'est pas en qualité de partenaire propre, cela peut aussi être en qualité de sous-traitant d'une autre grosse structure. Voilà. Peu importe comment vous vous positionnez, euh, c'est atteignable. Voilà, et ça vaut le coup. Bon, ben, on vous remercie et puis bonne fin de journée également de ma part. Bonne fin de journée, bon week-end par avance, à bientôt.